À ce moment-là, nous étions en train de nous embrasser sur son canapé et il a commencé à me déshabiller. Là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Je l'ai immédiatement repoussé et je suis partie en courant. Tout ça a commencé au début de ma première année de lycée. Là, c'est moi, en train de me dépêcher pour ne pas arriver en retard à mon prochain cours. Tout en courant, j'essayais de sortir mes livres de mon sac quand je me suis pris quelqu'un de pleine face. J'ai levé les yeux pour voir qui c'était. Excusez-moi, j'ai dit en bégayant. J'avais face à moi le mec le plus craquant que j'avais jamais vu. Pensant qu'il devait être nouveau et sûrement en terminale, j'ai vite fait de m'excuser pour ne pas arriver en retard à mon cours de SVT. En arrivant dans la salle de classe, j'étais soulagée de voir que j'étais à l'heure et que même le prof n'était pas encore arrivé. En rejoignant ma place, j'entendais les autres élèves chuchoter à propos de ce nouveau prof qui devait remplacer Monsieur Robertson après son départ à la retraite. Du coup, on s'attendait tous à quelqu'un qui a la quarantaine, voire plus, passer la porte. Mais là, la poignée a tourné et la porte s'est ouverte, révélant ce mec trop beau. Le même mec que j'avais percuté dans le couloir 5 minutes avant. Il a commencé à se présenter et toute la classe était curieuse à son égard. « Comment vous vous appelez ? Quel âge avez-vous » Et puis des filles de ma classe ont commencé à lui poser des questions plus personnelles comme « Vous êtes marié ? Célibataire ? Vous avez des enfants ?» À ce moment-là, le prof commençait à être mal à l'aise et essayait de dévier la conversation vers un sujet plus approprié. Il nous a dit son nom, mais pas son âge. Apparemment, c'était sa première année dans l'enseignement, alors on se doutait bien qu'il n'était pas si vieux que ça. Plusieurs mois ont passé et j'adorais ses cours. Non seulement il était agréable à regarder parce qu'il était beau, mais ses cours étaient vraiment bien. Son enseignement était frais, j'avais l'impression que tout était facile avec lui, et lui nous aidait toujours quand on en avait besoin. Ça changeait des autres profs. Mais j'avoue que d'avoir un mec jeune et mignon en face de soi, ça aidait à être plus attentive aux cours. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça lui arrivait souvent de me fixer du regard de l'autre bout de la salle de classe. C'était comme si, à chaque fois que je tournais les yeux vers lui, instantanément il tournait son regard ailleurs, l'air gêné. Puis il a rapidement arrêté de m'éviter et au contraire, il m'accrochait du regard et insistait en me faisant son sourire de beau gosse. Vu comme il était beau et que toutes les filles de la classe avaient un faible pour lui, et comme je l'adorais, j'étais vraiment flattée. Mais un jour, il m'a mis 1 heure de retenue alors que je n'avais rien fait de mal. J'étais hors de moi. Direct, j'ai appelé ma mère pour lui expliquer qu'à cause de ça, j'allais rentrer en retard. Quand la fin de la journée est arrivée, tout le monde est sorti de la salle de cours, alors que moi je restais assise à ma table, à attendre qu'il m'explique la raison de cette heure de colle. J'étais la seule en retenue ce soir-là, et quand le dernier élève est enfin sorti en refermant la porte derrière lui, il est arrivé tranquillement à ma table, a pris une chaise et s'est assis directement en face de moi, me regardant droit dans les yeux. J'attendais donc qu'il me fasse la morale, mais à la place, il a engagé la conversation en me posant des questions du genre « Comment imagines-tu le lycée de tes rêves ?» ou « Si tu pouvais voyager n'importe où dans le monde, où irais-tu ?» C'était mon prof, donc j'ai répondu. Puis la discussion a vite tourné et est devenue beaucoup plus personnelle. Tu sais que je n'ai que 22 ans. Et il a enchaîné en rigolant. 8 ans d'écart, ce n'est pas tant que ça finalement. Dans d'autres pays, les filles de ton âge se marient avec des hommes 2 fois plus vieux que moi. Gênée, je me suis forcée à rire et j'ai essayé de couper court à cette discussion. Quand ma retenue était enfin terminée, j'ai essayé d'appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher, mais elle était déjà couchée avec mon petit frère qui était encore bébé. Je n'avais alors pas d'autre choix que de demander à mon prof s'il pouvait me ramener chez moi. Il a accepté. J'étais mal à l'aise en montant dans sa vieille voiture qui sentait le déo pour masquer les mauvaises odeurs. Je lui ai expliqué où j'habitais, mais il m'a dit qu'il avait oublié un truc et qu'il voulait d'abord qu'on passe chez lui. Sans trop me poser de questions, j'ai accepté. Une fois arrivé devant sa maison, il m'a proposé de rentrer. Oui, je sais, quelle idée stupide de ma part de le faire. Mais j'étais naïve, c'était mon prof et dans le fond, il avait toujours été très sympa. Je pensais que peut-être il voulait juste m'offrir quelque chose à boire, le temps qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Dans tous les cas, je n'ai jamais su ce qu'il avait réellement besoin de faire ce soir-là, car rapidement, sans que je ne me rende compte de rien, nous étions là, assis l'un à côté de l'autre sur son canapé. Il me disait à quel point il me trouvait belle et qu'il adorait m'avoir dans sa classe. Mal à l'aise, je rigolais et j'essayais de changer de sujet, mais c'est là qu'il s'est penché vers moi et qu'il m'a embrassée. Surprise et confuse à la fois, je l'ai embrassé à mon tour. Tout allait si vite. Alors que l'on continue de s'embrasser, il a commencé à me déshabiller. J'avais beau être jeune et naïve, je voyais bien que les choses allaient beaucoup trop vite. Là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Je l'ai immédiatement repoussé et je me suis précipitée dehors prendre l'air.
Il m'a suivi et a commencé à s'excuser tant qu'il pouvait, puis il a dit « Allez, il faut vite que je te ramène chez toi », en me pressant de monter dans sa vieille voiture. Je ne comprenais plus rien. Juste avant, nous étions en train de nous embrasser, et puis là, il voulait soudainement me renvoyer chez moi, comme si rien ne s'était passé. Durant tout le trajet, nous n'avons pas décroché un mot. Arrivée chez moi, je me suis précipitée dans ma chambre. J'avais besoin de repenser à tout ce qui venait de se passer. J'étais inquiète à l'idée d'être jugée si les autres l'apprenaient. Qu'est-ce qu'ils allaient penser de moi? Que j'étais une fille facile? En manque? Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrivais pas à décider quelle serait la meilleure chose à faire. Je voulais tout raconter à ma mère, ou le dire à mon prof principal, ou encore au CPE, mais peut-être qu'il m'aurait dit que tout ça était de ma faute, que c'était à moi de stopper les choses. Et si c'était réellement de ma faute, et que j'en parlais à quelqu'un, que lui arriverait-il à lui? Je ne voulais pas avoir à culpabiliser de lui avoir mis sa vie en l'air. Le lendemain, j'avais donc décidé d'aller parler à la CPE. Je voulais simplement lui dire que je voulais arrêter les cours de SVT et changer d'option. Elle m'a demandé pourquoi, mais je ne voulais pas lui dire la vérité. Je ne pouvais pas. J'ai donc menti et j'ai juste dit que ça ne m'allait pas. Pendant longtemps, je n'arrêtais pas de me poser des questions. Est-ce que j'avais eu tort de rentrer chez lui ce soir-là? Peut-être que je n'aurais pas dû l'embrasser à mon tour? Je m'inquiétais souvent que les autres l'apprennent et les conséquences que ça aurait pu avoir. Pendant la semaine, on se croisait souvent dans les couloirs, mais on s'évitait à tout prix. Je sais que j'ai eu raison de ne pas laisser les choses aller plus loin ce soir-là. Je n'imagine même pas comment je me sentirais si ça s'était passé autrement. Mais maintenant, je me retrouve seule avec moi-même dans cette histoire. Et j'en veux vraiment à mon prof. Comment une personne en qui on est censé avoir confiance avait-elle pu me faire ça? Me mettre dans une telle situation? Plus le temps passe, et plus je pense que j'aurais dû en parler tout de suite. Alors que si j'en parlais maintenant, personne ne voudrait me croire. Ils diraient que je cherche simplement à attirer l'attention. Si n'importe quel adulte, que ce soit un enseignant, quelqu'un de ta famille ou autre, a eu un comportement inapproprié avec toi, par pitié, parle-en tout de suite à un de tes parents ou à quelqu'un de confiance. Il y aura toujours une personne dans ton entourage qui sera attentive à ces choses graves. Alors ne t'isole jamais avec tes soucis et ne laisse pas la culpabilité t'envahir l'esprit. Quand j'avais 11 ans, ma meilleure amie m'a invitée à passer le week-end chez son père. Je me réjouissais car j'avais déjà l'impression de faire partie de sa famille. Il ne manquait plus qu'à rencontrer son père. Mais si seulement j'avais su à l'époque l'impact que cette rencontre aurait eu sur ma vie, je n'y serais jamais allée. C'était mon premier soir là-bas. On était dans la salle d'ordinateur, il y avait ma meilleure amie, sa sœur, son père et moi. Mon amie jouait sur l'ordinateur, sa sœur était assise à sa droite. Son père et moi étions debout côte à côte, derrière mon amie et sa sœur. Il était sur ma gauche. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Sa main m'avait effleurée, et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il me touchait bizarrement. Je me souviens avoir été tellement surprise que j'ai juste rigolé bêtement et je me suis décalée vers la droite. Elles se sont toutes les deux retournées et m'ont demandé pourquoi je rigolais. Et avant même que je ne puisse répondre, il a dit « Oh, je lui ai raconté une blague. » Je suis allée dans la salle de bain, j'étais dans tous mes états. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis rincé le visage à l'eau froide. J'ai rêvé ou quoi? J'avais du mal à y croire. Il n'avait peut-être pas fait exprès. Quand je suis sortie de la salle de bain, tout le monde descendait, alors je les ai suivis. Quand je suis arrivée en haut des escaliers, je l'ai senti monter derrière nous. Il était collé à moi. Et là, il m'a mis les mains au derrière. Je ne savais pas ce que je devais faire ou comment je devais réagir, alors j'ai fait semblant de glisser, comme si je faisais du toboggan. Ils ont tous rigolé, sans se douter de rien. Au total, j'ai passé 3 jours là-bas à essayer de l'éviter et de lui échapper parce qu'il était tout le temps derrière moi. Il me suivait partout où j'allais et il essayait de me toucher à tout bout de champ. Il me demandait de le suivre dans la cave parce qu'il y a plein de choses super marrantes à faire en bas. Je n'y allais pas. Le deuxième soir, je me souviens m'être réveillée pendant la nuit et j'ai vu une silhouette noire dans l'embrasure de la porte. Au début, je pensais que je faisais un mauvais rêve, mais après m'être frotté les yeux, il était bien là, en train de me regarder. Avec la lumière derrière lui, on aurait dit une ombre, mais je savais que c'était lui à cause du reflet dans ses lunettes. J'ai réussi à éviter de me retrouver seule avec lui pendant tout mon séjour, jusqu'au dernier jour où on était juste tous les deux et il m'a demandé « Ça t'embête quand je te fais ça ?» Et vous savez ce que je lui ai dit? Je n'ai rien trouvé de mieux à lui répondre que « Non, pas du tout !» Et j'ai gloussé nerveusement. Je ne savais juste pas quoi lui dire d'autre. Il a rigolé et il m'a dit « Tant mieux, c'est bien ce que je pensais. Ne le dis à personne, ça doit rester entre nous. » Ensuite, il m'a enlacée et m'a mis ses mains au derrière comme s'il me disait au revoir et vivement la prochaine fois. Je me souviens encore de son odeur et de la sensation de ses bras autour de moi.
Qu'est-ce que j'étais censée faire? Le dire à quelqu'un? Et si on ne me croyait pas? J'ai fini par tout raconter à ma copine, qui l'a ensuite dit à sa mère, qui l'a dit à ma mère. Il y a eu une enquête. Je me souviens avoir été tellement inquiète de devoir leur avouer que je lui avais donné mon accord. Je ne m'en rendais pas compte que ce n'était pas normal. Lui était adulte, moi j'étais juste une enfant. Je m'en suis voulu pendant des années, sans grand soutien de sa famille. Sa tante a même dit un jour « Elle fabule, elle cherche juste à attirer l'attention. » Et je l'ai cru. 2 ans plus tard, il a mis fin à ses jours. Cette famille que je considérais comme la mienne m'a alors tourné le dos. Je me suis sentie seule et abandonnée. J'ai perdu ma meilleure amie, elle ne voulait plus me voir. J'ai vu la façon dont ils me regardaient, ce n'était plus pareil. Leur regard en disait long. Je voulais en finir avec moi-même, j'étais persuadée que je méritais tout ce qui m'était arrivé. Je n'aurais jamais du tout leur avouer. Je me suis mise à me tailler les veines. Pendant 11 ans, je voyais son visage chaque fois que je fermais les yeux et je pensais tout le temps à ce qui s'était passé. À 22 ans, j'en ai eu assez. J'en avais marre de culpabiliser. J'étais tellement fatiguée de toute cette tristesse, cette solitude, je n'étais plus cet enfant de 11 ans. Alors je lui ai écrit une lettre. 3 pages manuscrites recto verso sur ce qu'il m'avait fait. Je l'ai écrite comme s'il était là, vivant, et qu'il la lirait. C'est là que l'idée m'est venue d'aller lui dire, d'aller sur sa tombe et de lui lire la lettre. J'ai cherché son nom et sa ville sur Google pour trouver la ville où il était enterré. Quand j'ai appelé le cimetière, j'avais pas envie qu'on me reconnaisse, alors je me suis faite passer pour Tiffany au téléphone. Mon copain, avec lequel j'étais depuis 6 ans, est venu avec moi pour me soutenir. Au début, on ne trouvait pas et ça m'inquiétait au point que je me suis demandé ce que je faisais là. Je voulais rentrer, mais mon copain a insisté. Il voulait que je le trouve afin de pouvoir tourner la page. On a marché longtemps au milieu des tombes dans le cimetière jusqu'à ce que je m'arrête et que mon regard se fixe sur une pierre tombale. Il était là. Il me regardait. Il y avait une photo de lui. C'était tellement plus intime que ce à quoi je m'étais préparée. J'avais l'impression d'avoir à nouveau 11 ans. Sauf que cette fois, j'avais une voix. Donc je me suis mise à lire ma lettre avec toute l'émotion qu'elle provoquait en moi. Il avait été si lâche. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur et je lui ai demandé pourquoi. Mais pourquoi? À la fin, je lui ai dit « Je te pardonne » et j'ai posé des fleurs sur sa tombe. Ça m'a fait tellement de bien, comme si les ficelles avec lesquelles il me contrôlait avaient été coupées. Ça m'a permis de m'ouvrir aux autres et à commencer à parler de mes blessures. Aujourd'hui, je ne peux toujours pas être seule dans une pièce avec un homme sans la présence d'une autre femme. Je ne suis toujours pas à l'aise avec les hommes et je n'arrive pas à être moi-même, mais c'est pas grave. J'ai compris que ces mauvais souvenirs ne s'effaceront jamais, mais je suis libérée de ces chaînes qui m'emprisonnaient jour après jour. Je pensais que c'était une opportunité en or qui venait de s'offrir à moi. Je m'imaginais déjà à quel point les choses allaient changer alors que je venais de me faire recruter pour un tout nouveau projet dans l'armée. J'avais travaillé si dur pour en arriver là. Mais tout ça pour qu'un homme vienne tout perturber et gâcher ma vie pour toujours. Bonjour, je vais vous raconter cette période de ma vie qui m'a profondément marquée. À 18 ans, j'avais décidé de m'engager dans l'armée de l'air. Rien ne m'y obligeait, contrairement aux gars de mon âge, mais je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Et comme ma mère était dans l'armée elle aussi, elle m'a encouragée. Donc je me suis lancée. Quand j'ai commencé, ma mère m'a tout de suite prise sous son aile. Et c'est grâce à ses précieux conseils que j'ai réussi à surmonter les entraînements intensifs. Après une année difficile dans l'école militaire classique et dans l'école de l'armée de l'air, j'ai été promue. J'étais technicienne sur un énorme avion. Et j'ai dû faire face à de nouveaux défis spécifiques à la réparation des gros avions de transport. J'adorais me perfectionner sur les systèmes de bord pour pouvoir aider mon escadron à mener à bien les missions. Je suis devenue tellement douée dans ce que je faisais que j'ai été appelée à rejoindre une nouvelle base. Jeune et pleine d'ambition, j'étais vraiment fière de moi. Rien ne pouvait m'arrêter. Je me sentais au top de ma carrière. Dans cette nouvelle base, les gens venaient de plein d'endroits différents. Du coup, on voyait tous les choses de manière différente sur le fonctionnement d'un nouvel escadron. Les techniciens des avions de chasse ont une vision très stricte de la hiérarchie, alors que les techniciens des avions de transport ont une approche plus souple et sont beaucoup plus amicaux. Les grades avaient peu d'importance. Ce qui comptait, c'était d'avoir du respect et de ne pas dépasser les limites. Entre nous, on se parlait et se comportait comme des collègues qui s'entendaient bien. Mon nouveau supérieur venait d'une escadrille de chasse, et c'était un vrai tyran. Il s'énervait facilement si on faisait pas bien les choses à sa manière.
même quand il avait clairement tort. Il avait très peu de compassion pour nous. Il voulait juste que les officiers le voient comme celui qui nous guidait vers le succès de la mission. C'était l'enfer total de travailler sous ses ordres. Au début, si je faisais une petite erreur, ou si j'étais en retard de 5 minutes pour l'appel du matin, il me criait dessus devant tout le monde. Mais par derrière, il s'amusait à me tirer les cheveux, me pousser le front avec son doigt, ou il me tirait le lobe de l'oreille en me disant l'air blagueur « Fais attention, toi ». Il me disait tout le temps combien il n'aimait pas me punir. Je n'y ai pas prêté trop d'importance et je pensais juste qu'il était un peu dérangé. Je me disais qu'il faisait sûrement partie de l'ancienne génération, mais qu'il appréciait tout de même d'avoir une femme dans son escadron. C'est vrai que dans mon pays, c'était rare de voir des femmes dans l'armée. Comme je n'aime pas être désagréable avec les gens, j'ai continué de lui sourire et de m'excuser pour mon manque de discipline. Mais ça n'a fait que l'encourager à me traiter de manière encore plus inappropriée. Ça a commencé à dégénérer quand il m'a annoncé qu'on allait partir ensemble en mission à l'étranger. Il nous imaginait déjà sortir boire des verres ensemble et me disait aussi qu'il fallait que je me laisse aller ou d'arrêter de penser à mon mari. Il me racontait aussi comment il était impatient de m'avoir avec lui lors de ses déplacements à l'étranger. Je ne voulais pas lui répondre trop durement. J'ai juste répliqué « Je crois que ma famille et mon mari vont beaucoup me manquer. » Mais il m'a répondu brusquement en plaisantant. « C'est un ordre !» La plupart du temps, je ne répondais rien pour éviter de l'humilier devant tout le monde. Il était mon supérieur après tout. J'étais seulement sergent, alors que lui était sergent-chef, donc je craignais aussi des représailles. Mais la situation n'a fait que s'empirer après ça. Quand il a commencé à me toucher, il laissait reposer son menton sur ma tête quand j'essayais de lui expliquer un truc sur l'ordinateur. Il tapotait mes cuisses en me félicitant pour la qualité de mes rapports et il posait ses mains sur mes épaules. Une fois, il s'est même mis à jouer avec le lobe de mon oreille. J'ai sursauté et je me suis éloignée de lui. J'étais tellement mal à l'aise que j'ai commencé à prendre mes distances. J'ai arrêté de lui sourire et je m'assurais toujours qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la pièce quand il voulait me parler seul à seul. Mais ça n'a rien changé. Il s'en fichait et il a continué. Il s'est aussi mis à rapprocher son visage très près du mien dès qu'il en avait l'occasion et me demandait de lui sourire. Je refusais et lui disais que j'étais mal à l'aise. Un jour, quand on était en mission à l'étranger, j'ai préféré sortir toute seule pendant ma pause plutôt que de rejoindre mon escadron. À chaque fois qu'il m'écrivait pour savoir où j'étais, pour me proposer d'aller dîner ou boire un verre, je l'ignorais. Ça l'a embêté et il m'a ordonné de lui envoyer un message toutes les heures, même après le service, pour lui dire où et avec qui j'étais. J'ai continué à refuser ses propositions en dehors du travail pendant toute la durée de la mission. Quand on est rentré à la base, ça n'a fait qu'empirer. À la moindre erreur, il me narguait en me disant que je n'étais bonne à rien devant les officiers et mes collègues. Il s'assurait que je sois toujours la première à me pointer et la dernière à revenir de chaque service, chaque jour. Jour après jour, ma charge de travail augmentait et quand je demandais de l'aide, il s'y opposait. Ma mère essayait de me réconforter et l'amour et le soutien de mon mari m'ont beaucoup aidé dans cette épreuve. Je faisais mon travail tout en me tapant des corvées supplémentaires à n'en plus finir. J'essayais juste de rester concentrée sur mes tâches et de ne penser à rien d'autre. Mes officiers l'ont bien vu et ils ont décidé de me donner une promotion. J'étais folle de joie. Je croyais que j'allais finalement être libérée de lui. Mais il est intervenu en leur disant que j'étais lente, paresseuse et que je ne le méritais pas. Quand j'ai appris ça, je suis allée me confronter à lui afin d'obtenir des explications. Mais ça l'a fait encore plus monter dans les tours. Il m'a ordonné de le supplier si je voulais qu'il me pardonne mon arrogance. Il refusait d'écouter ce que j'avais à dire et il m'a juste dit que je lui manquais de respect et que je devais savoir rester à ma place. En gros, j'étais bien trop inférieure à lui pour lui parler comme ça. J'étais à bout. Je n'étais plus la fille joyeuse que j'étais. Et à partir de là, il trouvait n'importe quelle occasion pour me manquer de respect devant tout le monde. Je ne m'étais jamais sentie comme ça et je ne savais vraiment pas quoi faire. Ainsi, la plupart du temps, je restais là, debout, immobile et impuissante. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mais ce n'était pas encore fini. Suite à notre altercation, il profitait de mon état de fatigue et il continuait à me toucher discrètement quand personne ne le voyait. Je n'étais pas loin de tout laisser tomber. Je voulais en finir avec cette vie et toute cette injustice.
Tout me paraissait sombre et morne. Plus rien ne me motivait à faire des efforts. J'adorais mon travail et j'étais fière de servir mon pays et de protéger les citoyens. Mais ça n'avait plus d'importance. J'étais anéantie et je me sentais prise au piège. Je suis partie à contre-cœur pour ce que je pensais être ma dernière mission. C'est là que j'ai revu les collègues de mon ancien escadron. Après le service, on est sortis pour dîner et boire un verre. J'ai craqué et je leur ai dit à quel point je regrettais d'avoir laissé mon ancienne équipe. Puis je leur ai tout raconté. Je leur ai dit que je craignais que si je le dénonçais auprès des officiers, cela se retournerait contre moi et que mes collègues me jugeraient. Je leur ai confié que je ne voulais pas que les gens disent que c'est moi qui l'avais provoqué, qu'ils n'avaient pas résisté et que c'était donc de ma faute. Je ne pouvais pas imaginer ce qui pourrait se passer si je le dénonçais et que la direction décidait d'étouffer l'affaire. Après ça, il ferait vraiment un enfer de ce qui restait de ma pauvre vie. Ils m'ont rassurée en me disant que ce n'était pas de ma faute et que mon mari serait anéanti si je décidais vraiment de mettre fin à mes jours. Ils m'ont rassurée en me disant que tout se passerait bien et que je pourrais toujours compter sur leur soutien. Si la direction décidait de couvrir les faits, ils feraient un recours pour que je rejoigne mon ancien escadron ou alors ils m'aideraient à trouver un nouveau travail. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout raconté à mon mari. Au début, il m'en voulait de n'avoir rien dit plus tôt. Mais il a fini par me dire que si je décidais de démissionner, il me soutiendrait. Il m'a dit combien il m'aimait et que lorsqu'il s'était aperçu que j'avais arrêté de sourire, il avait eu le cœur brisé et qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Il se sentait désemparé. Finalement, après les nombreux encouragements de mes collègues et de mon mari, j'ai déposé une plainte formelle. Il a été démis de ses fonctions et je ne l'ai plus jamais revu. Même s'il y a des personnes de mon escadron qui me jugent ou qui parlent dans mon dos, ça n'a pas d'importance parce que moi je sais que je me suis défendue et que mes collègues seront toujours là pour moi. Je m'en suis remise grâce à l'aide précieuse de mon mari. Et grâce à mon travail acharné, j'ai pu être à nouveau épanouie dans ma carrière. À travers cette épreuve, je veux que toutes les femmes sachent qu'il n'y a pas de mal à se sentir mal à l'aise. Quel que soit ton environnement professionnel, si quiconque te manque de respect, n'hésite pas à en parler. Ne t'inquiète pas de ce qui pourrait se passer par la suite. Il y aura toujours quelqu'un qui te soutiendra. J'ai vécu avec ça pendant beaucoup trop longtemps. Mais pour finir, je n'ai pas accepté qu'un homme qui se sentait intouchable s'en sorte impunément. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Quand j'étais petite, j'étais régulièrement envoyée en foyer d'accueil, car ma mère n'était pas une bonne mère. Nous étions 3 enfants, et souvent elle nous abandonnait plusieurs jours sans nourriture. Un jour, on était si affamés qu'on a essayé de manger du papier peint pour se couper la faim. À cause de tout ça, je n'avais aucune confiance en ma mère, et je préférais aller passer du temps chez ma belle-mère. Elle, au moins, était une maman normale. Ma belle-mère m'accueillait toujours à bras ouverts, et même si elle avait déjà un fils de 20 ans, Jack, elle me traitait comme sa propre fille. Un soir, ma mère et moi, on s'est vraiment pris la tête. Et anéantie, je suis partie en courant me réfugier chez ma belle-mère. Quand elle m'a ouvert la porte, elle m'a immédiatement rassurée, en me disant que je pourrais rester chez elle aussi longtemps que j'en avais besoin. Ensuite, elle nous a commandé à manger, et on s'est fait une soirée film entre filles. Il commençait à se faire tard, alors ma belle-mère m'a proposé de rester dormir avec elle, dans sa chambre. On s'est couchés toutes les deux, et c'est là que tout a commencé. Quelque chose venait de m'effleurer. À moitié endormie, je n'arrivais pas à savoir si ce que j'étais en train de ressentir était un rêve ou la réalité. Je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis blottie sous la couette. Mais plus ça allait et plus je pouvais sentir une main me toucher. Elle me remontait le long des jambes, puis elle m'a attrapé les cuisses et m'a effleuré les hanches. Et là, cette main a commencé à tirer sur mon pyjama pour me l'enlever. Je ne comprenais rien à ce qu'il se passait. Je voulais réveiller ma belle-mère, mais tétanisée, je n'arrivais ni à bouger ni à gémir. Je suis donc restée paralysée en priant que ce n'était qu'un cauchemar. J'ai fini par reprendre mes esprits. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ai alors fortement secoué mes jambes espérant pouvoir réveiller ma belle-mère, ou au moins stopper cette chose en lui faisant comprendre que j'étais réveillée.
J'avais le cœur qui allait exploser quand j'ai compris que rien ne marchait. Puis, tremblante, je me suis glissée doucement hors du lit. Et une fois sortie, j'ai vu l'ombre d'un type allongé sous le lit. Je n'ai pas cherché à voir qui c'était. Je suis partie en courant me réfugier dans les toilettes. Je me suis enfermée et j'ai éclaté en sanglots. J'étais complètement désemparée après ce qui venait de se passer. Ce qui était sûr, c'est que je n'allais pas retourner dans la chambre. Alors j'ai décidé d'aller dans le salon. Je me suis allongée sur le canapé et j'ai essayé de me calmer, mais j'étais complètement hors de moi. Je me suis enroulée dans une couverture. Comme ça, je me sentais un peu moins vulnérable. Dans le noir, les yeux grands ouverts, j'essayais de rationaliser ce qui venait de se passer, quand soudain le plancher a craqué et des bruits de pas se rapprochaient à toute vitesse. Qu'allait-il m'arriver ? Tétanisée, je fermais les yeux. Je ne voulais pas le voir. Bizarrement, il s'est allongé par terre juste à côté de moi. Je pouvais sentir l'odeur de son haleine fétide. C'était un mélange d'alcool, de cigarettes et de vomi. J'ai soudainement senti sa main passer dans la couverture, mais cette fois il ne s'est pas arrêté à mon pantalon et il a poussé pour traverser ma culotte. C'était infernal. Je voulais réagir, mais d'imaginer ce que cet individu pouvait encore me faire me paralysait. Allongée, je n'ai pas bougé et il a continué. Je sanglotais en silence, essayant de faire le moins de bruit possible. Ça m'a paru durer une éternité. C'était intenable. Je voulais tellement que ça s'arrête. Au bout d'un moment, j'ai fini par réagir et je lui ai brusquement repoussé la main. Je me suis assise sur le canapé et ce que j'ai vu, ça m'a brisé le cœur. C'était Jack, mon demi-frère. J'ai dû me retenir pour ne pas vomir tellement j'étais dégoûtée. Je me rappelle encore exactement du t-shirt qu'il portait. Il était bleu marine avec inscrit le mot Pringle en haut à droite. Mais surtout, je n'oublierai jamais sa face d'innocent alors qu'il prétendait dormir sans se soucier de l'impact que ses actes auraient sur ma vie. Je suis partie en courant me réfugier dans les toilettes et j'ai fondu en larmes. Je ne me rappelle pas combien de temps j'ai sangloté, mais j'ai fini par m'endormir. Au matin, quand j'ai ouvert la porte, ma belle-mère était là en train de m'attendre. Elle m'a demandé où j'étais passée et comment se faisait-il que j'avais fini ma nuit dans les toilettes. Dans tous mes états, je ne savais pas quoi lui répondre. Alors j'ai ignoré ses questions et je l'ai repoussée pour pouvoir vite sortir. Je suis allée récupérer mes affaires et je suis partie. Je ne pouvais pas rester dans cette maison une minute de plus. Le même soir, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis décidée à envoyer un message à Jack. Je ne dormais pas la nuit dernière. Je lui ai écrit. À ça, il a répondu. « De quoi tu parles ?» Je savais parfaitement ce qu'il m'avait fait, mais plus j'essayais de lui faire admettre, plus il essayait de me faire croire que je fabulais. Il a commencé à me répondre des trucs du genre « Burke, qui ferait un truc pareil, et à sa sœur en plus ?» J'ai fini par vraiment commencer à douter. Et s'il avait raison? Est-ce que j'étais vraiment en train d'inventer tout ça? Mais au fond, j'étais sûre et certaine de moi. À force de douter, je n'ai pas osé en parler. J'ai décidé de tout garder pour moi et de ne plus y penser. Mais plus j'essayais d'oublier, plus ce qui s'était passé cette nuit-là me tourmentait. J'ai commencé à rejeter mon entourage. Je craignais que ces gens essayent de me faire subir des choses encore pires que ce que Jack m'avait fait subir. J'ai rapidement perdu le sommeil et je n'avais plus d'appétit. J'étais mal dans ma peau et mon corps me dégoûtait. Je me sentais si stupide et faible de ne pas l'avoir arrêté et je regrettais tellement de ne pas avoir réveillé ma belle-mère ce soir-là. Je voulais en parler à quelqu'un, mais je craignais que cela se retourne contre moi. Le temps passait et je n'arrivais pas à m'en remettre. J'étais meurtrie et pour compenser ces émotions, j'ai commencé à me tailler les veines. À chaque coup que je m'infligeais, j'avais le sentiment d'arracher les mains moites et répugnantes de Jack. Je suis très vite devenue accro à cette sensation qui me soulageait. Et au mois de novembre, j'ai tenté de mettre fin à ma vie. C'est ma belle-mère qui m'a trouvée à côté de ma lettre expliquant pourquoi j'en étais arrivée là. Elle était complètement désemparée en la lisant. Mais très vite, son instinct de mère a pris le dessus, l'empêchant de croire à l'idée que son propre fils ait pu faire une chose pareille. Elle m'a alors accusée de tout avoir inventé et elle m'a traitée de menteuse égoïste. Cela m'a totalement achevée. Le monde autour de moi venait de s'effondrer. J'étais complètement désemparée. Je ne savais plus quoi penser et j'ai commencé à croire que tout ça était de ma faute. Plusieurs semaines ont passé. Je n'arrivais pas à m'en remettre. Alors j'ai enfin décidé d'en parler à mon frère, qui m'a convaincue d'aller porter plainte à la police. Quand je leur ai raconté mon histoire, j'ai fondu en larmes.
C'était un tel soulagement de pouvoir enfin parler à quelqu'un qui me croit. Finalement, je n'ai pas voulu aller au bout des choses, car j'avais déjà bien assez de problèmes comme ça, et je voulais juste passer à autre chose. J'ai donc retiré ma plainte. J'ai maintenant 16 ans, et cette histoire remonte déjà à quelques années. Mon plus gros regret est d'avoir gardé tout ça pour moi aussi longtemps. J'aurais dû en parler à quelqu'un tout de suite. Mais je peux confirmer que maintenant, je m'en sors bien. J'ai un petit copain formidable et grâce à lui, j'ai retrouvé le plaisir de vivre. Il a été très compréhensif et m'a beaucoup aidé à tourner cette sombre page. Si qui que ce soit t'a fait subir des choses comme ça, sans ton consentement, s'il te plaît, parle-en tout de suite à quelqu'un. Cela demande du courage, mais personne ne devrait pouvoir te voler ainsi ta dignité et ta joie de vivre. Bonjour, laissez-moi vous raconter une période de ma vie qui m'a profondément marquée. En grandissant, j'étais une vraie romantique. Je croyais au coup de foudre, à l'autre moitié, à l'âme sœur et toutes ces niaiseries. À 14 ans, j'avais même fait une liste des qualités idéales du mec parfait. Je me suis toujours demandé qui ce serait. Et puis je l'ai rencontré. Enfin, c'est ce que je pensais. Lui et ma cousine allaient ensemble dans le même lycée. Et c'est grâce à elle que je l'ai rencontré. On habitait loin l'une de l'autre, mais on se retrouvait les étés pour travailler ensemble pendant les vacances. C'est là qu'elle me l'a présenté. Il avait 16 ans et il jouait au foot dans l'équipe de son lycée. Il était tellement séduisant, drôle, intelligent et déterminé. Il avait toutes les qualités que je cherchais. Il voulait s'engager dans l'armée après le lycée. Et il me disait que j'étais l'une des 2 seules personnes qui n'avaient jamais essayé de l'en dissuader. Très vite, on est devenus amis et on s'est mis à tout se raconter. J'avais envie de lui confier mes sentiments, mais j'avais peur que cela détruise notre amitié. À force de lui poser des questions, il a commencé à se douter de quelque chose. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je voulais tout savoir de lui, et à chaque fois qu'il m'appelait ma belle, ça me mettait dans tous mes états. Enfin, un jour il m'a confié qu'il était amoureux de moi. J'étais folle de joie. Je lui ai avoué que je l'aimais aussi, mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ce bonheur s'est vite estompé avec la distance qui nous séparait. Moi, je m'en fichais. Je voulais qu'il soit mon petit ami. Malgré l'amour que j'avais pour lui, il m'a dit qu'il ne voulait pas me faire ça. Selon lui, on vivait tellement loin l'un de l'autre qu'on n'arriverait pas à avoir une vraie intimité. Et il avait peur de craquer et de finir par me tromper. Il savait que ça me détruirait. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais, mais tant pis. Ça m'allait. On resterait juste de très bons amis. Évidemment, très vite, il s'est trouvé une nouvelle copine. À chaque fois qu'il se prenait la tête avec elle, il se confiait à moi. Ça me mettait dans tous mes états, mais je voulais qu'il soit heureux quoi qu'il en soit. Même si pour ça, il devait être avec quelqu'un d'autre. Pas de problème, je l'aidais. Par la suite, ils se sont retrouvés dans une situation qu'ils n'ont pas su gérer, et ils se sont séparés. De nouveau célibataire, je me disais qu'il y aurait plus de piment entre nous, mais il me rappelait sans cesse qu'une relation à distance ne pourrait pas marcher. J'avais compris, il fallait que je me trouve quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup cherché, j'ai cherché partout. Je me suis même retrouvée dans des endroits que j'aurais dû éviter. Mais personne ne faisait le poids à côté de lui. Je ne pouvais pas oublier à quel point je l'aimais. Le cycle s'est répété plusieurs fois au fil des années. Il se trouvait une copine, il avait des problèmes, je lui donnais des conseils et ils se séparaient. Nous nous rapprochions alors l'un de l'autre, puis nous nous rappelions que ça ne pouvait pas marcher entre nous, et ainsi de suite. Quelques années ont passé. J'avais 18 ans et lui 21 ans. Ça faisait bien 2 ans qu'il était avec la même fille, et ils avaient décidé d'emménager ensemble. J'étais tellement contente qu'il ait finalement trouvé quelqu'un, même si ce n'était pas moi. Cependant, elle voulait faire ma connaissance, et je pouvais le comprendre. Il avait un passé bien rempli avec les filles, et en plus, lui et moi, on s'appelait encore tous les jours. On avait alors décidé d'aller faire un tour aux eaux tous les 3. Quand je l'ai revu ce jour-là, je n'oublierai jamais tout le bien que ça m'a fait d'être dans ses bras, après toutes ces années.
Mais j'ai vite réalisé qu'elle était là, donc j'ai relâché l'étreinte. Je me suis retournée et je l'ai embrassée elle aussi, et on est allé s'amuser au zoo ensemble. À la fin de la journée, elle m'a dit qu'elle sentait qu'elle pouvait me faire confiance. Elle savait que je ne serais jamais une menace pour leur relation et je lui ai confirmé qu'elle pouvait avoir confiance en moi. Du moins, c'est ce que je croyais. 1 an plus tard, je suis allée leur rendre visite et j'ai passé le week-end chez eux. Sa copine devait faire quelques courses et elle nous a laissé quelques heures à préparer le dîner. Elle savait que ça irait et qu'elle pouvait me faire confiance en me laissant seule avec son homme. En préparant les plats, on a vraiment passé un bon moment. On blaguait, on riait fort, on faisait les idiots. J'ai mis un plat dans l'évier et quand je me suis retournée, j'étais face à lui. Il était très proche de moi. Nos regards se sont croisés. Une force magnétique intense me poussait à lui sauter dessus, là, tout de suite. Mais ma détermination m'a empêchée de bouger. C'est sûr, je savais que je craquerais si je continuais à le regarder. Alors j'ai baissé les yeux. Pourquoi ne pouvais-je pas bouger? Pourquoi ne pouvais-je rien dire? J'étais très partagée. J'avais tellement envie de lui. Ça faisait déjà 5 ans et je ne désirais encore que lui. Mais il était avec quelqu'un d'autre. Puis il m'a relevé la tête doucement. J'ai fermé les yeux en me disant qu'il ne fallait surtout pas que je craque. Et puis j'ai senti ses lèvres m'embrasser. Je me suis laissée aller et je n'avais plus aucune retenue. Alors on s'est enlacés tendrement. On voulait aller plus loin. Il m'a alors plaqué contre le placard, mais le bruit des assiettes m'a fait reprendre mes esprits. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je l'ai repoussé et lui ai dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Il m'a répondu qu'il ne s'était jamais senti aussi bien. Mais moi, je ne voulais pas retomber dans notre cercle vicieux. Je n'en avais pas la force. Après ça, la vie a repris son cours comme avant. Il y avait depuis une forte attirance entre nous, mais il ne s'est jamais rien passé. Je commençais à réaliser à quel point cette amitié était à l'encontre de mes valeurs morales. J'ai donc décidé d'y mettre fin. Mais au moment où j'allais lui en parler au téléphone, sa copine m'a interrompue. Ils m'ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. Et en plus, ils voulaient que je sois sa marraine. Comment est-ce que je pouvais lui annoncer ça maintenant? Comment lui dire qu'il n'avait pas une bonne influence dans ma vie, alors que j'étais encore folle amoureuse de lui? Du coup, je n'ai rien dit. J'ai fait comme si de rien n'était et j'étais ravie pour eux. Je crois que je ne me suis jamais sentie autant prise au piège. Pendant qu'elle était enceinte, ils se disputaient souvent. Et bien sûr, ils se confiaient à moi. Il m'a même dit que leur vie intime était déjà ennuyeuse avant la grossesse, mais que là, elle était tout simplement inexistante. Cette fois, je ne savais pas comment l'aider. Finalement, je suis retournée les voir. Le deuxième soir, on a décidé de boire un verre tous ensemble, avant d'aller se coucher. Mais elle est allée se coucher tôt. Comme elle était enceinte, elle était fatiguée et elle ne pouvait pas boire. Lui et moi, on est restés dans la cuisine, à se raconter des histoires et à boire des shots de tequila. Quelques heures ont passé. On se sentait bien tous les deux et soudain, il a posé sa main sur ma cuisse. J'ai souri. Je savais ce qu'il voulait. C'est ce que je voulais aussi. J'ai posé ma main sur la sienne. Peu après, on était pris dans une étreinte passionnée et nos vêtements avaient disparu. Rien ne pouvait me retenir cette fois. Nos mouvements étaient en parfaite harmonie. J'avais envie de lui, besoin de lui. Et pour lui, c'était la même chose, ici et maintenant. Je me mordais les lèvres pour ne pas faire de bruit. Je ne voulais pas la réveiller. J'avais attendu 7 ans pour pouvoir être avec lui. Je l'aimais plus que tout. Je le méritais. J'étais à ma place, plus qu'elle ne l'aurait jamais été. Du moins, c'est ce que je pensais. Après ce premier incident, on avait besoin de se voir de plus en plus. Ce n'était jamais assez. J'ai même fait plusieurs fois le trajet en journée pour le voir et pouvoir passer un peu de temps avec lui, au lit, dans leur lit. J'avais fini par l'avoir pour moi. Je n'ai jamais ouvert les yeux que lorsqu'une amie en commun, qui savait tout de notre histoire, a parlé de moi comme étant sa maîtresse. Quoi? Non, je ne serai jamais ça. J'ai essayé de me défendre, mais je n'avais pas d'excuse en réalité.
J'ai eu honte quand je me suis rendu compte de ce que j'étais devenue, de ce que j'avais fait de mes valeurs morales. Et tout ça pourquoi? Pour un mec qui un jour m'a dit qu'il m'aimait, un mec séduisant et bon au lit. Oui, c'est exactement ce que j'avais fait. Je n'avais aucun droit sur lui, mais je l'aimais toujours. Je ne pouvais pas renoncer à lui, pas encore. J'ai quand même mis un terme à notre aventure. Peu de temps après, je me suis replongée dans mes études, mon travail et mes passe-temps. Rapidement, je n'avais presque plus de temps à lui consacrer. Lui en voulait toujours plus, mais c'était trop pour moi. Il me faisait culpabiliser de ne pas l'appeler ou de ne pas lui envoyer de messages plus souvent. Ça m'a donné encore moins envie de le contacter. Du coup, je lui parlais moins. J'ai agrandi mon cercle d'amis et j'en ai appris plus sur moi-même. Je voulais être libre. Libérée d'un amour à sens unique. Libérée de relations néfastes. Libre d'aimer un homme à la lumière du jour. Libérée des obligations que je m'étais imposées. Je n'étais vraiment pas bien. À un point que je passais des nuits entières à genoux, en priant Dieu de faire cesser mes tourments. Je voulais juste me libérer de lui. Puis, il y a eu le 2e anniversaire de sa fille. J'ai reçu l'invitation sur les réseaux sociaux et l'envie de ne pas m'y rendre n'a jamais été aussi forte que ce jour-là. Donc, je n'y suis pas allée. Il n'était pas content du tout. Mais je m'en fichais. C'est là que j'ai mis fin à notre amitié. Sur le coup, cela ne m'a rien fait. J'avais tellement perdu le temps pendant ces années que je n'ai ressenti aucune émotion. J'ai complètement mis fin à notre relation, il y a quelques mois. J'ai fait des choses qu'il ne me croyait pas capable de faire toute seule. Je n'ai pas eu de ses nouvelles, mais j'espère qu'il va mieux. J'espère qu'il finira par se marier avec la mère de son enfant. J'espère qu'il me pardonnera d'avoir pris une décision si rapide. C'était pour mon bien-être et je suis désolée si je l'ai heurté. Je me sens tellement mieux maintenant. Je n'avais alors que 16 ans, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Mon père était là, debout, au bout du couloir, le bras tendu, tenant son calibre pointé vers moi, les yeux fermés, tremblante et paralysée. Je pouvais entendre sa voix venant du fond du couloir s'approcher rapidement. Quand j'ai rouvert les yeux, il était là, face à moi, son canon à 2 cm de mon visage. Quand j'étais petite, ma mère n'était jamais vraiment présente. Et lorsqu'elle était là avec moi, je finissais toujours par me faire punir. Je me sentais mal aimée et rejetée, mais je lui ai toujours pardonné, car j'ai compris plus tard qu'elle-même avait été rejetée par sa propre mère. Je n'ai jamais connu ma grand-mère, mais je sais qu'enfant, elle la maltraitait. Elle la faisait même parfois dormir dehors. Ma grand-mère ne voulait simplement pas de sa fille, donc elle a fini par envoyer ma mère en famille d'accueil. À l'âge de 16 ans, je suis allée vivre chez mon père, qui lui par contre me surprotégeait, à un tel point que je n'avais pas le droit de sortir de la maison. En m'inscrivant à des cours en ligne, il a finalement réussi à me couper totalement du monde extérieur. Pendant tout ce temps, je n'avais pas de téléphone, pas d'accès aux réseaux sociaux et pas d'amis. Mon père avait aussi bloqué mon ordinateur de tout accès extérieur, alors j'allais parfois me connecter en cachette sur le sien. J'arrivais alors à avoir quelques échanges avec d'autres gens. Cela me permettait de me sentir moins isolée. J'avais ainsi finalement réussi à me faire une amie qui était un peu dans la même situation et forcément on est tout de suite devenues copines. J'ai aussi vite compris que je pouvais profiter que mon père parte travailler la journée pour m'échapper de la maison. J'avais juste tellement besoin de voir du monde. Je n'en pouvais plus de grandir dans cette bulle malsaine sous la surveillance maladive de mon père. Un jour, j'ai reçu un message d'un garçon qui avait eu mon contact par une amie. Il avait cette soirée de prévu et il voulait que je le rejoigne. J'ai eu beaucoup de mal à me décider, car au milieu de la nuit, je n'aurais pas de clé pour entrer, mais je suis sortie quand même en me glissant par une petite fenêtre de la cave et je l'ai rejoint. Cette nuit-là, personne n'avait pu me ramener chez moi. Ce n'est qu'au petit matin que j'ai pu rentrer à la maison et je priais pour que mon père dorme encore et qu'il ne remarque rien. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est déroulé.
À peine avais-je passé le pas de la porte qu'il a surgi de la cuisine révolté. Il m'a attrapé par les cheveux et m'a traîné dans le couloir jusqu'au salon, et c'est là qu'il a commencé à me rouer de coups. J'en ai tellement ramassé que j'avais des bleus partout, le visage boursouflé et la lèvre cassée. Après ça, il s'est rué dans sa chambre, me laissant là, gisant à terre sur le tapis au milieu du salon, comme une loque. Ok, je me suis dit, c'est fini maintenant, tu as eu ce que tu méritais. Malheureusement pour moi, ce n'était pas le cas. C'est à ce moment précis qu'il est allé chercher son calibre et qu'il est revenu déchaîné du couloir en le pointant vers moi. Il était là, devant moi, pointé entre mes deux yeux. Les yeux fermés de terreur, j'ai bafouillé. « Je t'en supplie, papa, ne tire pas !»« Je devrais te plomber la tête maintenant. Au moins comme ça, tu me causeras plus de soucis. » il cria. Il n'a pas tiré, mais il s'est remis à me percuter, encore et encore. Je ne sentais plus mon corps et soudain tout s'est obscurci. 1 an plus tard, j'avais donc 17 ans. Je vivais à nouveau chez ma mère. Je me suis retrouvée à l'école publique car elle n'avait pas les moyens de payer mes cours à distance et elle voulait m'envoyer en famille d'accueil afin de se débarrasser de moi. Elle non plus ne voulait pas de sa fille. Un jour, elle m'a jetée dehors comme une ordure et a fait changer toutes les serrures de la maison en disant que c'est moi qui avais fugué. Je voulais disparaître de ce monde et mettre fin à mes jours. J'ai fait plusieurs tentatives en essayant toutes les techniques que je connaissais. Alors que je touchais le fond, que ma vie n'avait plus aucun sens, je n'avais plus la force de continuer à vivre. Mais c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui allait tout changer. Il était doux, humble et sincère, et j'ai tout de suite senti que c'était une bonne personne. Nous avions tellement de choses en commun qu'il était quasiment inévitable qu'on ne soit pas ensemble. C'était incroyable. Nous sommes nés la même année avec 6 jours d'écart dans la même maternité. Nos dents étaient alignées de la même façon. Nos familles respectives venaient de la même ville et ses 2 frères et sœurs qui sont jumeaux ont le même prénom que mes 2 parents. J'ai même grandi avec ses amis d'enfance. Mais nous deux, nous ne nous étions jamais vus auparavant. Durant cette période, je me sentais comme une plante négligée, oubliée dans un recoin d'une rue sans lumière. Il m'a déterrée avec délicatesse, mis dans un pot, arrosé et il a pris soin de moi avec amour. Il m'a beaucoup aidée, mais surtout, il m'a sauvée. Il comprenait cette phase sombre et sinistre contre laquelle je me battais. Je faisais tout le temps des cauchemars et je me réveillais souvent en état de détresse intense. Si je voyais un calibre, je me tétanisais de panique, je ne contrôlais plus ma tête. Lorsque je replongeais dans cet état obscur, j'étais là, assise dans ce néant sombre et froid. Je pouvais l'entendre, mais je ne le voyais pas. « Ça va aller, je suis là. Écoute ma voix et reviens à moi. » Il me serrait tendrement dans ses bras et m'embrassait. C'était comme si chaque bisou était un petit chevalier qui venait repousser cette obscurité et tous ensemble, ils m'aidaient à m'échapper par cette porte de lumière qu'ils avaient créée pour moi. Il m'a sauvée et je suis encore vivante aujourd'hui. C'est vraiment grâce à lui. Cela fait maintenant 5 ans que nous sommes ensemble. Nous vivons dans notre maison avec notre magnifique petite fille et 3 chiens. Nous ne pourrions être plus heureux. Je vis encore régulièrement des jours difficiles à cause de mon passé. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de fort qui me permette de m'en sortir chaque fois. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui pour partager mon histoire. Mon fiancé a changé ma vision de la vie et je lui en suis reconnaissante chaque jour. Avec le temps, j'ai appris à pardonner à mon père. Durant ces 5 années, nous avons appris à nous entendre. Il a beaucoup changé et grâce à ça, notre fille peut profiter de son grand-père. Ça a commencé quand j'avais 5 ans. J'ai entendu mes parents se prendre la tête dans la cuisine pendant que je faisais mes devoirs. Cette fois-là, ce n'était pas comme d'habitude. Normalement, ils ne faisaient que hausser la voix. Mais cette fois, j'ai entendu un gros bruit, puis plus rien du tout. D'un seul coup, la porte d'entrée s'est ouverte et la police est apparue et s'est dirigée en courant vers la cuisine, d'où jaillissaient à nouveau leurs éclats. Je me souviens d'avoir ressenti quelque chose d'étrange,
une sorte de mélange d'inquiétude et d'exaspération qui m'emportait. Confuse, je n'ai pas réagi, mais j'avais l'impression que quelque chose en moi cherchait à s'échapper. La dernière chose dont je me souviens, c'est ma mère qui se faisait escorter hors de la maison, le poignet cassé. J'ai plus jamais revu mon père après ça, et on m'a envoyé vivre chez ma tante. Ma mère venait me rendre visite de temps en temps, mais j'aurais préféré qu'elle ne vienne pas. Car elle passait son temps à me critiquer, elle me répétait qu'elle ne voulait pas d'une fille comme moi, que sa vie aurait été beaucoup plus simple si elle s'était débarrassée de moi. Tout est devenu encore plus dur quand mon demi-frère s'est mis à jouer avec moi. Il me disait que c'était normal, mais je savais bien que ça ne l'était pas. J'avais seulement 9 ans à l'époque et c'est devenu notre petit secret pendant 2 ans. « Viens jouer à notre petit jeu secret », me disait-il. « Et souviens-toi de ne rien dire à personne, sinon j'aurai des ennuis. » Je n'avais personne à qui parler. J'ai été obligée de tout garder pour moi. Avec une mère qui ne voulait pas de moi, un père absent et un demi-frère qui m'a fait jouer à ces jeux jusqu'à mes 11 ans. C'était juste trop dur à gérer et j'ai fini par faire des choses que je regrette. Je me taillais la main pour essayer d'évacuer, mais pour être tout à fait franche, c'était plus un appel à l'aide qu'autre chose. Je n'avais personne à qui parler, je n'aimais plus la vie, ce qu'elle était devenue et j'étais devenue ma propre adversaire. Lorsque ma tante a découvert ce que je faisais, elle m'a fait interner dans un asile. Quand on s'imagine un hôpital comme ça, on voit toujours ça comme dans les films, avec des camisoles et des cabanons, mais en fait, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de cabanons, il y a des chambres d'isolement qui sont des pièces vides qu'on utilise pour calmer les patients loin des regards. Personne n'est attaché, enfin, à moins que ce ne soit vraiment nécessaire, et ce ne sont pas tous des criminels qui entendent des voix. À vrai dire, la plupart des patients sont calmes et réservés, et sont là après avoir tenté de mettre fin à leur vie. Les vrais criminels sont vraiment rares. J'étais dans le service des enfants. C'était tout petit. Il y avait quelques canapés, mais ils n'étaient vraiment pas confortables. Il y avait aussi une table et une petite télé qu'on partageait. On passait notre temps à regarder des films. Quand on ne regardait pas de films, on parlait à des docteurs qui nous posaient quelques questions et qui nous laissaient ensuite retourner devant la télé. Je n'y ai passé que 3 jours, et même si je n'y ai passé qu'un court séjour, c'était le premier d'une longue série. Peu après mon 12e anniversaire, mon passé m'a rattrapé et j'ai commencé à ressentir beaucoup d'animosité. Je n'aimais pas ce qui m'était arrivé et je suis retournée à mes vieilles habitudes. Mais cette fois, c'était sérieux. Je me taillais les bras, pleine de hargne et de frustration. Je taillais profond. J'avais même des pulsions criminelles, persuadée de devoir supprimer quiconque croisait mon chemin. Un regard de travers suffisait à éveiller en moi un ouragan que j'avais du mal à contenir. Je n'ai pas pu cacher ma frustration, mes cicatrices et mes pulsions très longtemps, et mon école a fini par me renvoyer en asile. Cette fois-ci, comme j'étais plus âgée, ils m'ont mis dans une autre unité de l'hôpital. C'était plus grand, beaucoup plus grand. J'étais inquiète de ce qui m'attendait. La première fois, j'étais tellement jeune, je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Mais là, je prenais vraiment conscience de tout. Mes mains et ma voix tremblaient quand je parlais. Les premiers jours, je restais à l'écart. J'étais tellement mécontente d'avoir été ramenée ici que je refusais de parler. Je refusais de participer à quoi que ce soit. Puis un jour, une infirmière est venue dans ma chambre et m'a dit « Demi, s'il te plaît, viens avec moi, je vais te faire visiter. » Et sans trop savoir pourquoi, je l'ai suivie. Sa voix avait un effet apaisant sur moi. Elle était chaleureuse. J'ai quitté ma chambre en y laissant toute ma frustration. On a suivi un couloir et on s'est arrêté pour regarder dans les chambres qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'étaient pas pleines de gens qui rugissaient ou qui parlaient au mur. Les gens étaient assis et s'occupaient calmement. Plus on avançait, plus je me laissais aller. Toutes ces couleurs, ces formes et ces sons qui m'attiraient. Il y avait du bleu, du rouge, du vert. J'entendais le bruit des perles qu'on posait sur la table. Ça faisait longtemps que mes sens n'avaient pas été stimulés comme ça. Sans même m'en rendre compte, je me retrouvais assise à une table, avec un sentiment de paix intérieure que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. L'art thérapeutique me procurait un sentiment de sérénité et de liberté qui me faisait un bien fou. J'étais libre de créer toutes sortes de formes, de n'importe quelle taille. Je créais des bracelets, je faisais de la peinture. Je me sentais bien. J'adorais regarder les couleurs se mélanger et passer du foncé au clair. J'adorais la sensation et le bruit des perles lorsque je les enfilais les unes après les autres. Je faisais des bracelets avec les noms des gens que j'aimais, ça m'aidait à les garder près de moi. L'art thérapeutique était mon moment privilégié pendant mon séjour à l'hôpital. Les gens que j'y ai rencontrés n'étaient ni fous, ni méchants. Ils étaient surtout déprimés et ils avaient des problèmes qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Beaucoup d'entre eux, comme moi, étaient devenus très impulsifs suite à des chocs émotionnels et ils avaient du mal à exprimer leur frustration. Après tout ce qu'ils avaient subi. À cause de tout ça, ils pouvaient devenir incontrôlables.
Ce qui était bien à l'hôpital, c'était d'être entouré de gens comme moi, qui avaient les mêmes problèmes et dont on s'occupait comme il fallait, afin de les guérir. Les activités auxquelles on participait, les thérapies de groupe, les temps seuls et les moments de distraction nous aidaient à nous reconstruire. Et l'aide thérapeutique nous aidait à changer notre façon de penser et à trouver des solutions pour nous en sortir. Aujourd'hui, je suis fière de dire que ça fait 4 mois que j'ai arrêté de me tailler les veines, que j'ai retrouvé le moral et que j'ai envie de rester en vie. À un moment donné, j'étais persuadée que je ne passerais jamais le cap de mes 15 ans. Mais vous savez quoi ? Je l'ai fait. Ce genre d'endroit a mauvaise réputation à cause des films, mais je veux que les gens qui endurent les mêmes choses que moi sachent qu'ils n'ont aucune crainte à avoir. Que les hôpitaux peuvent les aider et qu'il ne faut jamais avoir peur de demander de l'aide. J'avais 12 ans et la vie suivait son cours. Je sortais avec un garçon de 15 ans d'origine étrangère. Nous étions fous amoureux de l'un de l'autre et nous passions le plus de temps possible ensemble. On se retrouvait en secret après l'école où on se donnait rendez-vous quelque part en ville le week-end. 3 ans plus tard, nous étions encore ensemble. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose qui a bouleversé ma vie. Mes parents ont appris qu'on était ensemble et ils ne l'ont pas accepté. Ils étaient très stricts et ne voulaient même pas en parler avec moi. Ils avaient leurs propres idées sur qui je pouvais et qui je ne pouvais pas fréquenter. Surtout quand il était question de l'homme que je devais épouser. Ça marchait comme ça dans ma famille. « C'est simple, ce mec doit dégager », a dit mon père, sans même me regarder. Comme ils étaient si stricts, j'ai dû le quitter. Et j'ai aussi dû arrêter d'aller sur les réseaux sociaux. Mon frère venait me chercher à l'école tous les jours et je ne pouvais pratiquement rien faire sans leur consentement. Je me sentais pas bien, j'étais en larmes tous les jours. Comment peut-on faire ça à son enfant ? Ne m'aimait-il pas ? Je me sentais en cage dans ma propre maison. J'ai mis du temps à oser en parler avec ma mère. À 16 ans, je lui ai demandé « Maman, pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir avec lui ?» Et elle m'a répondu « Parce qu'il vient d'ailleurs. » J'aurais pu le deviner, mais ces mots m'ont quand même profondément attristée. Pourquoi mes parents ne m'encouragent pas ? Pourquoi ne nous donnent-ils pas une chance ? Peu de temps après, je faisais un tour en ville avec ma meilleure amie quand je suis tombée sur lui. Je ne l'avais pas vu depuis un bon moment et on a ri nerveusement tous les deux. C'était évident qu'on s'aimait encore. Il m'a demandé de le retrouver au même endroit une demi-heure plus tard. Ma copine, qui savait tout de moi et en qui j'avais confiance à 100%, m'a accompagnée faire quelques courses au supermarché. Une demi-heure plus tard, on s'est donc retrouvés et il m'a donné un nouveau portable qu'il venait d'acheter pour moi. À partir de là, on était de nouveau en contact et on s'est mis à programmer des rendez-vous secrets comme au début de notre histoire. 2 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais presque 17 ans et mon petit ami allait avoir 20 ans. On s'est regardé droit dans les yeux et on a tout de suite su qu'on voulait garder le bébé. J'imaginais déjà la réaction qu'auraient eu mes parents, donc j'ai décidé de ne rien leur dire. J'ai gardé le secret aussi longtemps que possible, mais au bout de 5 mois, je ne pouvais plus le cacher. Vivre avec le stress d'un tel secret n'était ni bon pour moi, ni pour le bébé. J'ai passé de nombreuses nuits blanches à me demander ce qui se passerait si je le disais à mes parents. Dès que mes parents ont découvert de ma relation secrète, la situation a dégénéré au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Mes parents m'ont mis à la porte. Ma mère a juré qu'elle ne me contacterait plus jamais et que pour elle, je n'étais plus sa fille. Elle a dit qu'elle ne voudrait jamais connaître mon enfant. J'étais à la fois triste et énervée. Mon père n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Il n'a rien dit. Comment peut-on faire ça à son propre enfant ? Qu'est-ce qu'il y a de si mal à aimer quelqu'un ? Mon petit ami était très attentionné. Il était toujours là pour moi. Il a cherché une maison de l'autre côté de la ville pour que nous puissions vivre tranquilles avec notre futur bébé. En attendant, nous pouvions toujours squatter chez un ami à lui. Quelques mois plus tard, le jour de mes 17 ans, j'ai accouché d'un magnifique petit garçon. C'était le plus beau cadeau de ma vie. Je me sentais tellement heureuse avec mon enfant. Et je vivais avec l'homme de ma vie. Je n'avais plus eu aucun contact avec mes parents, jusqu'à ce qu'un jour, 4 ans plus tard, je tombe par hasard sur ma mère au supermarché.
Nous n'avons pas pu nous éviter. Et quand elle a vu mon fils, elle a été submergée d'émotions. Elle l'a pris dans ses bras et lui a fait un gros câlin. Des larmes ont coulé sur sa joue et elle m'a serré fort dans ses bras. J'ai pleuré avec elle. Maintenant, mes parents font de leur mieux pour être de bons grands-parents. Ils ne lui ont jamais parlé de tous les problèmes que nous avons eus dans le passé. Ma relation avec eux s'est améliorée, mais nous gardons nos distances, car ils n'ont jamais pu accepter mon petit ami. Quand il vient nous chercher chez mes parents, il attend toujours dehors ou dans la voiture. Je me sens très mal pour lui, d'autant plus que sa famille m'avait accueilli à bras ouverts quand nous nous sommes rencontrés. Ça a été très difficile pour tout le monde, mais je suis fière de la manière dont nous avons assumé nos choix de vie et sommes allés de l'avant. Bien sûr, il faut respecter la culture et les opinions des autres, mais l'origine d'une personne ne devrait jamais être dénigrée, surtout si c'est une personne que l'on aime. Je suis né le 28 novembre 2003, dans une cellule de prison. Ma mère était tombée enceinte de moi alors qu'elle était en liberté conditionnelle. Mais quelques mois plus tard, elle fut réincarcérée. Elle a tout fait pour sortir plus tôt afin de pouvoir s'occuper de moi. Mais malheureusement, elle a dû purger sa peine jusqu'au bout. Il a fallu que ma mère supplie à ma grand-mère de me prendre à sa charge. Mes grand-mères n'étaient pas certaines qu'elle en soit capable, car elle s'occupait déjà de mes 2 frères aînés. Mais elle était bien consciente que ma mère n'avait pas d'autre solution, donc elle a fini par accepter. Pendant notre enfance, mamie s'est toujours assurée que mes frères et moi avions tout ce dont nous avions besoin ou envie. On avait des jeux vidéo, elle cuisinait tout le temps, on avait une grande maison à la campagne avec des poules, des chiens, un chat et beaucoup d'autres animaux. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que tout cet amour, elle le donnait surtout à moi et à mon plus grand frère. Par contre, avec Jimmy, mon 2e frère aîné, c'était très différent. Grand-mère malmenait toujours Jimmy. Elle le ridiculisait constamment, elle lui administrait de sévères corrections. Parfois la nuit, j'entendais Jimmy pleurer seul dans sa chambre. Jimmy commençait à devenir instable. Un jour, il s'en est même pris à moi. Il m'a heurté et je n'ai jamais compris pourquoi. Après ça, je ne le voyais plus de la même façon. Une fois, ça a été tellement loin qu'avec frénésie, il m'a fait passer au travers d'un mur. Je ne lui ai jamais pardonné. Et depuis ce jour, ça n'a plus jamais été pareil entre nous deux. Mis à part mes différends avec Jimmy, j'étais finalement un garçon plutôt épanoui, malgré ma situation. Lorsque je n'avais que 11 ans, ma grand-mère est soudainement tombée gravement malade. Du coup, elle était souvent clouée au lit pendant plusieurs jours. Et un jour où ça allait vraiment mal, nous avons décidé qu'il fallait absolument qu'elle consulte un docteur. Je l'ai accompagnée à l'hôpital pour lui faire des analyses. Et après de longues minutes d'attente, le docteur est enfin revenu pour nous annoncer qu'elle avait une tumeur maligne aux ovaires. Quand j'ai entendu ça, je me suis effondré en larmes. Mamie, elle, a soupiré et a sorti 2 bonbons de son sac à main. Un pour elle et un pour moi. Ensuite, alors que nous rentrions à la maison, je lui ai demandé qu'est-ce que cela voulait dire pour notre famille et qu'est-ce que nous allions devenir. Elle m'a répondu « Je ne sais pas, mon chéri, mais si le Seigneur en a décidé ainsi, et si je dois partir, alors respectons sa décision. » Ma grand-mère a lutté contre ce fléau pendant presque 1 an. Elle a fait de la chimiothérapie et elle devait tout le temps passer des scanners. Moi, pendant cette longue période, j'essayais de penser à autre chose. Je jouais à la console et j'essayais de me concentrer sur mes devoirs après l'école, mais c'était tellement dur. Après environ 1 an de souffrance, nous avons reçu la merveilleuse nouvelle qu'elle était finalement guérie. Et là, elle a fait exactement la même chose que la première journée à l'hôpital. Elle s'est assise et a sorti 2 bonbons, un pour elle et un pour moi. Pendant les 2 années qui ont suivi, tout se passait bien. Nous étions de nouveau une famille heureuse, mais un jour, tout a changé d'un coup. Mes frères étaient partis en sortie scolaire, donc j'ai dû prendre le bus tout seul.
Quand je suis rentré à la maison, ma grand-mère et ma tante Diane étaient toutes les deux assises devant la maison. Ma grand-mère m'a regardé dans les yeux et m'a annoncé qu'elle était de nouveau malade. Cette fois, c'était un cancer du foie. Je me suis évanoui. Rapidement, son état de santé s'est dégradé. Elle ne pouvait plus cuisiner ni faire le ménage et elle était tout le temps malade. 2 mois plus tard, elle s'est retrouvée dans un hospice, alitée à longueur de journée. Pour la fête du Thanksgiving, nous avons organisé un petit dîner pour célébrer la sortie de prison de ma mère et aussi le retour de ma grand-mère à la maison. Ma mère avait tout de suite décidé de s'installer chez nous et de nous aider à nous occuper de grand-mère. Nous avons dû réemménager la chambre de mamie car elle ne pouvait plus vraiment marcher. Mes camarades d'école lui ont envoyé des cartes de vœux ainsi qu'une grande bannière que nous lui avions installée dans sa chambre. Mais, 1 semaine avant Noël, ma grand-mère a demandé à ce qu'on l'enlève. Nous avons retiré la bannière à contre-cœur, car elle nous offrait chaque jour une petite lueur d'espoir que mamie allait guérir. La veille de Noël, le chien de grand-mère a commencé à aboyer devant la porte d'entrée. Mais on ne comprenait pas pourquoi. J'ai essayé de le faire taire, mais il n'arrêtait pas d'aboyer et de remuer la queue. 1 heure plus tard, grand-mère m'a regardé et m'a dit « Robert est là, il est arrivé avec sa Harley. » Robert, mon grand-père, avait une Harley Davidson, blanche avec des ailes peintes en violet sur le réservoir. Grand-mère me disait même où il était et me demandait de le saluer de la main. J'agitais la main en direction de la fenêtre, tout en sanglotant. Je n'avais pas le cœur de lui rappeler que papy n'était plus de ce monde depuis bien longtemps. Au bout d'un moment, ma mère est rentrée dans la chambre et m'a vu pleurer. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et mamie l'a regardée et lui a dit « Ton père est là à côté de la cheminée. Il t'aime beaucoup, Jeanne. » Ma mère n'arrivait plus à retenir ses larmes. Elle s'est effondrée en pleurs devant la cheminée. Après cette soirée-là, l'état de grand-mère s'est détérioré extrêmement vite. Ses paroles étaient incohérentes et le jour de Noël, elle nous a quittés. Après le départ de mamie, la vie est devenue très difficile pour nous 4. Malgré tous les efforts de ma mère pour ramasser et recoller les morceaux de notre famille qui venaient d'imploser, sans notre grand-mère, ça ne serait jamais pareil. 1 mois plus tard, ma mère nous a carrément abandonnés. Elle est partie de la maison nous laissant mes 2 frères et moi livrés à nous-mêmes. Je ne me suis jamais senti aussi seul. Mes frères, eux, étaient assez grands pour être indépendants. Mais moi, j'ai dû aller vivre chez mon oncle. Il était gentil et s'occupait bien de moi. Il s'assurait que je ne manque de rien et il me demandait juste de faire des petits boulots en échange. Mais cette période a été très compliquée. J'essayais de bien me comporter avec mon oncle, mais tous ces événements m'avaient perturbé et j'ai vite mal tourné. J'ai commencé à voler dans les magasins, voler des voitures et à faire n'importe quoi d'autre qui me permettait d'oublier mes tourments. Puis, j'ai rencontré quelqu'un. Au début, je pensais que cela me ferait du bien, mais au final, c'est moi qui ai littéralement gâché la vie de ma petite amie. Un jour, je conduisais comme un idiot, beaucoup trop vite et j'ai perdu le contrôle de la voiture. J'ai paniqué, je cherchais à prendre la main de ma copine qui était assise à côté de moi, mais je n'arrivais pas à la trouver. Puis, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, mon oncle était à mes côtés pour m'annoncer qu'elle n'avait pas survécu. J'ai commencé à noyer mes soucis et ma culpabilité dans la boisson. Toute mon enfance, je me suis toujours posé des questions à propos de mon père. Était-il en vie? Avait-il cherché à savoir qui j'étais et où j'étais? Un jour, j'ai reçu un message complètement inattendu sur Facebook. C'était lui! On s'est vite rapprochés et j'ai aussitôt eu le sentiment que l'univers m'offrait une deuxième chance. D'autant plus que mon oncle et moi faisions que de nous disputer. Il ne supportait plus mes pulsions et mon instabilité. Donc 1 an plus tard, je suis parti de chez lui pour vivre avec mon père. Vivre avec mon père aura été un des plus heureux moments de ma vie. Grâce à lui, j'avais de nouveau le sentiment d'avoir une famille. Mais 2 mois plus tard, en rentrant à la maison, je l'ai retrouvé, là,
gisant sur le sol. Je ne voulais pas y croire. Je suis parti en courant le plus loin possible et épuisé, je suis tombé à genoux au milieu de la rue, sanglotant, les idées confuses. Jusqu'où est-ce que ça va aller? Qu'est-ce que je veux devenir? J'essayais de me calmer, mais je n'arrivais pas à arrêter de penser que tout le monde disparaissait autour de moi et qu'il était évident que c'était de ma faute. J'ai compris plus tard que mon père était parti à cause d'une complication de son diabète. J'ai maintenant 15 ans et je vis actuellement chez les parents de mon père. J'essaie chaque jour de me pardonner pour ma petite amie, mais chaque fois que je ferme les yeux, je la vois. J'ai été diagnostiqué de différentes psychopathologies. J'ai du mal à l'accepter, mais j'essaye de voir l'aspect positif des choses. J'ai eu la chance que mes grands-parents m'aient offert une dernière chance et mon psychiatre m'aide encore beaucoup. Je ne sais toujours pas où est ma mère, mais j'espère qu'un jour, tout pourra rentrer en ordre et que je pourrai simplement la serrer dans mes bras et lui dire que je vais bien. Je m'appelle Alice et je suis née en Angleterre, dans une famille très religieuse. Nous n'étions pas le genre de famille qui n'écoutait que du chant gospel, mais nous allions à l'église chaque dimanche et prions chaque jour. À part ça, nous avions une vie plutôt normale. Je me suis fait beaucoup d'amis à l'église et au catéchisme, et l'un d'entre eux est encore aujourd'hui mon meilleur ami. Il s'appelle Tyler, et nous sommes amis depuis tout petit. Bien que nous allions chacun dans une école différente, nos parents s'entendaient bien. Donc nous pouvions nous voir quasiment chaque week-end et chaque soir après l'école. Ses parents étaient beaucoup plus stricts et religieux que les miens. Par exemple, ils n'acceptaient pas qu'il côtoie des amis, sauf si c'était quelqu'un qu'ils considéraient comme étant une bonne personne. En réalité, j'étais la seule amie que Tyler avait le droit de voir. Il ne pouvait pas non plus écouter la musique qu'il voulait, ou regarder certaines séries à la télé. C'était ses parents qui choisissaient pour lui. Et son quotidien était dicté par un règlement strict qu'ils avaient élaboré. Mais par-dessus tout, ses parents n'auraient jamais accepté qu'ils aient des amis gays. C'était pour eux un souci majeur, mais c'était aussi un gros problème pour Tyler. Je me souviens que vers l'âge de 8-9 ans, quand on allait jouer en cachette dans la chambre de mon frère, je le surprenais à fixer du regard des photos de mon frère. L'air rêveur. Cela ne m'avait pas marqué jusqu'à ce que je réalise qu'il flirtait de plus en plus avec des garçons. Il était en fait très efféminé. Il adorait se vernir les ongles, jouer avec les filles et se maquiller. Plus ça allait et plus je me rendais compte qu'il était gay, mais je ne savais pas du tout comment aborder la chose avec lui. Quand ses parents ont commencé à se douter de quelque chose, ils se refusaient strictement de se faire à cette idée. Un jour, ils l'ont attrapé en train de jouer avec le maquillage de sa mère et le lendemain, il avait un bleu au poignet. Il m'a expliqué que son père lui avait serré le bras tellement fort que c'était son alliance qui l'avait marqué comme ça. À partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer. Quelques années plus tard, nous avions 15 ans, j'étais chez lui et nous discutions assis sur son lit quand ses parents ont débarqué. Son père une ceinture à la main et sa mère tenait un ordinateur portable. J'ai levé les yeux et j'ai d'abord vu son père avec un regard noir. Puis j'ai aperçu l'écran de l'ordinateur. On y voyait une photo de Tyler allongé sur un lit avec un autre garçon, main dans la main. J'ai ensuite regardé Tyler. Il était terrorisé. Il faisait tout pour essayer de se justifier et les convaincre qu'il n'était pas gay, que ce n'était qu'un ami. Il fallait que j'agisse vite avant que la situation tourne au vinaigre. J'ai avalé ma salive, pris une grande inspiration et j'ai dit « Il n'est pas gay, c'est mon petit ami !» Tyler et ses parents m'ont tous regardé, l'air aussi surpris les uns que les autres. Son père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ah oui ? Prouve-le alors !» J'ai marqué une pause, puis j'ai regardé Tyler dans les yeux et je l'ai embrassé sur la bouche. Ça n'a probablement duré que quelques secondes, mais ça m'a paru durer une éternité. Les battements de cœur me résonnaient dans la tête et mes pensées défilaient à une vitesse infernale. Est-ce que j'étais en train de bien faire ? Comment allait-il réagir ? Et s'il m'avait repoussé ? Là, les choses se seraient vraiment aggravées, pour nous deux. Quand j'ai arrêté, on s'est regardé droit dans les yeux avec Tyler et j'ai tout de suite vu que j'avais fait ce qu'il fallait. On s'est tourné vers ses parents qui, déjà, se dirigeaient en reculant vers la sortie de la chambre. L'air abasourdi. Le père de Tyler ne le quittait pas du regard alors qu'il referma la porte derrière lui. Tyler s'est tout de suite tourné vers moi
m'a pris dans ses bras et s'est mis à pleurer. Il me remerciait pour ce que je venais de faire. Mais en même temps, il s'inquiétait de ce qui pourrait lui arriver si ses parents apprenaient la vérité. Il m'a dit « Si mes parents apprennent un jour que je suis gay, ils me déshériteront et me jetteront à la rue !» Ces mots m'ont hanté toute la semaine suivante. Je savais à quel point les parents de Tyler étaient stricts et je comprenais aussi leurs croyances. Mais j'étais certaine qu'ils l'aimaient avant tout. Je ne les imaginais pas mettre leur fils à la rue. Il fallait que je lui parle, mais je ne voulais pas faire ça chez lui. Ça aurait été bizarre pour tout le monde, je crois. J'ai donc dit à Tyler de me rejoindre au parc ce jour-là. Il avait l'air embarrassé et intimidé et m'a redit « Je le sais depuis des années, tu sais, mais je ne savais pas comment te le dire. » On a marché le long du parc et il m'a tout raconté. Je l'ai juste écouté en le rassurant de temps en temps. Plus il me livrait ses secrets, plus je sentais son cœur s'alléger. Au début de notre conversation, il avait un ton triste et désespéré. Et plus ça allait, plus nous avions une discussion légère et joyeuse, où nous partagions nos émotions, nos souvenirs et les sentiments que nous avons l'un pour l'autre. Je me suis rendu compte du poids qu'il portait seul sur ses épaules toutes ces années alors que tout ce qu'il lui aurait fallu, c'était quelqu'un avec qui il aurait pu partager son secret et l'écouter. Tyler savait que ce n'était que le début d'une aventure difficile, mais rien que d'avoir pu me parler ce jour-là lui a redonné confiance. Il a aussi retrouvé l'espoir d'avoir un jour une vie normale. Depuis, Tyler a annoncé son homosexualité à sa famille et ses amis. Bien que ses parents étaient en désaccord avec ce qu'ils considèrent être son choix, ils ont fini par l'accepter et continuent de l'aimer comme un fils. Tyler sait aussi qu'il peut toujours compter sur ses amis le jour où il a besoin de conseils ou d'être écouté, et que cela dépassera la volonté de ses parents. Quant à moi, je suis très heureuse d'avoir pu aider mon meilleur ami alors qu'il traversait la phase la plus compliquée de sa vie. Et je me réjouis des années à venir que l'on va partager dans cette pure amitié. Devine quoi? Clint et moi, on va se marier. Par contre, tu ne seras pas ma première demoiselle d'honneur. En fait, Clint m'a dit qu'il ne vous aime pas vraiment, toi et ton mari. C'était les mots de ma meilleure amie Sophie. On se connaissait depuis qu'on était toute petite. On était très proches l'une de l'autre, malgré la distance qui nous séparait. On restait en contact par SMS, par téléphone et appels vidéo. On se parlait tous les jours. J'ai toujours pensé que notre amitié durerait pour la vie, qu'on vieillirait ensemble et qu'un jour, un de mes enfants se marierait avec un de ses enfants. Mais qu'est-ce que j'ai pu avoir tort? J'ai 1 an de plus que Sophie et j'étais sa copine posée, réservée et prudente, alors qu'elle avait un caractère fort. Elle était indépendante et avait un esprit libre comme l'air. Malgré le fait qu'on était vraiment différentes, notre amitié grandissait. Sophie m'encourageait à plus profiter de la vie et à sortir de ma zone de confort. Moi, j'encourageais Sophie à être plus prudente. J'ai souvent dû la dissuader des idées folles qu'elle avait, comme quitter son travail du jour au lendemain parce qu'elle avait trouvé des billets d'avion à $200 pour voyager à l'autre bout du monde. On a grandi, on est devenus adultes, plus matures, et notre amitié a évolué avec le temps. Quand j'ai rencontré mon mari et que ma relation de couple grandissait, je faisais attention de préserver mon amitié avec Sophie. Quand je me suis fiancée, j'ai bien fait comprendre à mon futur mari que Sophie était ma plus vieille et ma plus chère amie. Il a respecté ça et nous a même encouragés à prendre des vacances entre filles chaque année. Un jour, Sophie a rencontré ce gars. Elle m'a tout raconté sur lui, comme il était gentil et intelligent. J'étais super heureuse pour elle et je l'ai encouragée à écouter son cœur. Sophie est tombée follement amoureuse de Clint, mais je me suis vite inquiétée car tout allait trop vite pour eux. La façon dont Sophie avait de parler de ses projets pour son futur n'avait aucun sens. Ça ne ressemblait pas du tout à la Sophie que je connaissais depuis toutes ces années. La Sophie que je connaissais avait toujours rêvé d'une maison en montagne. Elle voulait plein d'enfants, des animaux et voulait partir voyager. Mais je pouvais à peine reconnaître la nouvelle Sophie. Elle parlait maintenant d'avoir un petit appartement en ville et refusait l'idée d'avoir des enfants. Elle disait même que voyager était une perte de temps et d'argent. Je lui ai demandé pourquoi elle avait changé d'avis. Elle a répondu « Clint n'aime rien de tout ça ». Je n'en revenais pas. Il fallait que je rencontre ce type, Clint. Je n'avais aucune idée de qui il était et Sophie parlait à peine de lui et de sa personnalité, à quoi il ressemblait, ses loisirs, ses buts dans la vie et même ce qu'il faisait comme travail.
Tout semblait tellement suspicieux. Donc avec mon mari, on a acheté des billets d'avion pour traverser le pays rien que pour le rencontrer. On a dû poser des congés, se payer l'hôtel et même louer une voiture. C'est un voyage qui nous a coûté très cher. Quand on est arrivé chez Sophie, elle m'a accueilli froidement. Je lui avais acheté sa bouteille de vin préférée en cadeau, mais elle a refusé de la prendre. « Je n'aime plus ce vin », a-t-elle dit. « Ah bon ? Et depuis quand ?» j'ai demandé. « Ça fait longtemps », elle m'a répondu. Je ne comprenais pas. Elle ne me l'avait jamais dit et pourtant on se disait tout au téléphone. Clint est arrivé un peu plus tard. Je me suis dirigée vers lui pour lui dire bonjour, mais il est passé à côté de moi sans même me regarder. Il est allé se tenir aux côtés de Sophie. Il ne m'a même pas adressé une seule fois la parole et au contraire, il a uniquement parlé à mon mari. Et puis, qu'est-ce que tu fais comme travail ? A demandé Clint à mon mari. Je suis électricien. Je monte des lignes à haute tension. Est-ce que c'est un travail à plein temps ? Oui, a répondu mon mari. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle fait ? A demandé Clint alors que j'étais là. Elle est agent immobilier. Ah. Après ça, Clint nous a à peine parlé. Il est allé à sa voiture, chercher sa console de jeu portable. Il s'est assis dans le canapé et a commencé à jouer à un jeu vidéo. La rencontre ne se passait pas bien du tout. Je me suis tournée vers Sophie et je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» « Il est timide », a-t-elle répondu. J'ai suggéré « Ok, et si on allait se balader tous ensemble ou manger un morceau ?» Il n'a pas envie, a répondu Sophie avant d'aller s'asseoir à côté de lui pour le regarder jouer. Il n'y avait rien d'autre à faire alors je suis allée à la cuisine et j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur mon téléphone. Pas longtemps après, Clint est venu dans la cuisine pour chercher de l'eau. Je l'ai regardé en souriant, mais il a détourné le regard. Le week-end est passé et je ne savais toujours rien sur Clint. Peut-être qu'en fait, il était vraiment timide. La prochaine fois, ça allait sûrement mieux se passer. On est rentré chez nous avec mon mari et on a continué de se parler au téléphone tous les jours avec Sophie. Un jour, Sophie m'a appelée et a dit « Devine quoi ? Clint et moi, on va se marier. Par contre, tu ne seras pas ma première demoiselle d'honneur. » En fait, Clint m'a dit qu'il ne vous aime pas vraiment, toi et ton mari. Quoi ? J'étais confuse. J'avais le cœur brisé. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je lui ai demandé pourquoi elle avait décidé que je ne serais pas sa demoiselle d'honneur. Et elle a répondu que ce serait plus pratique avec quelqu'un d'autre car j'habitais trop loin. Ok, ça je pouvais le comprendre. Mais je lui ai quand même demandé de m'expliquer ce que Clint avait contre nous. Je ne sais pas, a-t-elle répondu. Il m'a juste dit que ça ne s'était pas bien passé avec vous quand il vous a rencontré. Ok, tu peux t'excuser auprès de lui, de notre part, mais pour être honnête, il n'a pas été sympa avec nous non plus. J'ai répliqué. Qu'est-ce que tu veux dire ? A-t-elle demandé. Il ne nous a pas dit bonjour quand on est arrivé. Il nous a complètement ignorés tout le week-end et 5 minutes à peine après notre arrivée, il est allé s'asseoir pour jouer à ses jeux vidéo. Tu sais, ça nous a coûté beaucoup d'argent de venir vous voir et de le rencontrer. Il aurait quand même pu faire un effort. J'ai dit fermement. Je comprends et je suis vraiment désolée. Je vais lui parler. A-t-elle dit. Et tu feras tout de même partie du groupe de demoiselles d'honneur, ok ? Et puis on a commencé à parler de ses plans pour le mariage. Elle voulait que tout soit prêt rapidement. La cérémonie était dans 2 mois seulement. Je me suis immédiatement inquiétée pour mon budget et mon travail, car il allait encore falloir poser des congés, acheter des billets d'avion pour son mariage, sans parler du prix de la robe de demoiselle d'honneur. Jusqu'ici, tout s'était bien déroulé jusqu'au week-end du mariage. J'avais acheté ma robe, réservé une chambre d'hôtel et une voiture de location. Mon mari et moi, on est arrivés 4 jours avant le mariage pour donner un coup de main avec les préparatifs. Mon mari a été invité à dîner avec le père et le frère de Sophie. J'étais donc seule dans ma chambre d'hôtel. Alors que je m'installais et que je me préparais à repasser ma robe, on a toqué à la porte. C'était Clint. Je n'en revenais pas. Que faisait-il ici ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Viens avec moi dans le hall de l'hôtel, s'il te plaît. Il faut que je te parle, a-t-il dit. Ok, donne-moi 1 minute, je descends, j'ai dit. J'ai fermé la porte, je me sentais pas bien du tout. Mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Sophie. Clint va débarquer à ton hôtel dans pas longtemps. Il veut te parler à propos de ton comportement. Mon comportement ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai raccroché au nez et j'ai tout de suite appelé mon mari. Il n'était pas content du tout. Il a raconté ce qui se passait au père et au frère de Sophie, qui eux aussi l'ont très mal pris. Pourquoi ce type bizarre voulait me parler de mon comportement ? Il ne me connaissait même pas. Je transpirais et je tremblais. Mais je suis quand même descendue dans le hall de l'hôtel.
Je me suis assise sur une chaise en face de Clint. Il a commencé à me dire qu'il pensait que j'étais une mauvaise influence pour sa Sophie, que j'avais profité d'elle et que le fait qu'on était si proches l'une de l'autre était malsain et immoral. Il a continué en me disant que je m'étais mal comportée et que j'étais vulgaire. Je sanglotais, j'étais complètement confuse. Sophie était comme ma sœur. Évidemment qu'on était proches. Elle était ma meilleure amie. Pas une fois je n'ai profité d'elle. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour qu'il pense que j'étais vulgaire ? Je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis désolée. Je répétais en boucle. Il a continué de me plomber en me disant comment il jugeait que j'étais une mauvaise personne et que mes réelles intentions étaient de ruiner son mariage. À ce point, je l'ai juste ignoré. Je me sentais comme une moins que rien. Puis j'ai senti une ombre sur moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Seth, le frère de Sophie. J'ai demandé à Seth, « Où est mon mari ?» Mon père est avec lui dehors dans la voiture. Il en veut à Clint. Franchement, moi aussi, a dit Seth. J'ai quand même le droit de m'inquiéter pour mon mariage et ma future femme, répliqua Clint. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dit à Seth. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait, Clint ? Tu ne peux pas accuser quelqu'un comme ça sans lui dire ce qu'elle a vraiment fait de mal, dit Seth. Elle et son mari affichent trop leur style de vie. Ils se pensent supérieurs à nous. Sans parler des trucs vulgaires qu'elle regarde sur son téléphone. Pardon ? J'ai demandé. Je ne comprenais plus rien. C'est vrai, mon mari et moi, on est un peu plus confortables financièrement que Clint. Mon mari a un très bon travail. Et moi aussi. Mais on vit plutôt simplement. Quand tu étais sur ton téléphone dans la cuisine de Sophie, tu regardais des femmes à poil, a ajouté Clint. J'ai commencé à me creuser la tête. Qu'est-ce que je regardais sur mon téléphone ce jour-là ? Je regardais juste des tutos de maquillage. Tout d'un coup, je me suis rappelé que c'était pendant la période des fêtes de fin d'année et que Victoria's Secret faisait une pub pour Noël sur la chaîne YouTube. Ils en avaient passé une juste avant la vidéo de maquillage. Tu rigoles ? C'était juste de la publicité pour de la lingerie, j'ai dit. Ça ne fait rien, je suis sensible à ce genre de vulgarité. Tu n'aurais même pas dû l'avoir sur ton téléphone. Clint, tu ne peux pas contrôler la pub sur ton téléphone, a répliqué Seth. Alors, tu ne devrais pas être sur ton téléphone pour commencer. Seth, tu connais mes principes, a dit Clint. À ce point, je sanglotais. Seth a mis ses 2 mains sur mes épaules et m'a dit qu'il était temps de partir. Je suis rentrée à ma chambre d'hôtel et j'ai attendu mon mari. Le temps est passé au ralenti avant qu'il arrive. Lui et Clint s'étaient expliqués dans le hall de l'hôtel. Mon mari a failli frapper Clint pour tout ce qu'il avait dit à mon sujet. Peu de temps après, le père de Sophie et son frère nous ont rejoints. Il maintient qu'il te juge malsaine et immorale, ont-ils dit. J'ai recommencé à pleurer. Après que le père de Sophie et son frère soient partis, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que Sophie venait de m'envoyer un texto. Je l'ai lu. À cause de ton attitude ce soir, Clint et moi avons décidé que tu es un danger pour notre mariage. On préférerait que tu fasses juste partie des invités. Oublie la demoiselle d'honneur. Je ne pouvais pas y croire. Mon attitude, rien que parce que j'avais pleuré à cause de ce que Clint m'avait dit. Mon mari a changé nos billets d'avion et on est parti immédiatement pour l'aéroport. Mes parents et le reste de la famille ont vite appris ce qu'il s'était passé. Ils ont récupéré leurs cadeaux et eux aussi sont tout de suite rentrés chez eux. Au total, 30 personnes ont quitté le mariage de Sophie, incluant la première demoiselle d'honneur qui a protesté contre la façon dont Clint m'avait traitée. J'ai laissé ma robe de demoiselle d'honneur dans la chambre d'hôtel et je n'ai plus jamais reparlé à Sophie depuis. Elle s'est quand même mariée avec lui.